Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau podcast Chasse Patate. On espère que vous êtes en forme et que vous êtes évidemment confortablement installés. Confinement oblige évidemment. Mais le groupe Eto ne vous abandonne pas. Et évidemment, on retrouve la fine équipe. Je suis accompagné de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Brice. Bertrand est parmi nous également. Salut Bertrand. Salut Brice. Anselme complète l'équipe. Ravi de t'accueillir Anselme. Eh bien, ravi d'être là. Merci à tous les trois d'être présents, l'équipe de Chasse Patate en pleine forme. Alors évidemment, on aurait souhaité un monde de la bicyclette plus dense et plus joyeux au niveau sportif. Mais au programme de ce podcast, tout de même, un rapide crochet par la course au soleil, Paris-Nice 2020 qui s'est achevé au bout de la 7e étape au sommet du col de la Colmiane. Et évidemment, il n'est pas possible de ne pas évoquer le confinement actuel, notamment pour les pratiquants de cyclisme. On détaillera ce qui a été annoncé durant l'émission, les répercussions dans les faits et évidemment les bons gestes à adopter. Mais avant tout ça, messieurs, c'est parti, on prend la direction de Paris-Nice. Bertrand, Anselme, Mathieu, Paris-Nice 2020 qui a vu la victoire de l'Allemand de 26 ans de l'équipe Bora-Hansgrohe, Maximilian Schachmann. Alors les gars, personne ne l'avait inscrit dans ses paris celui-là. Anselme? Non, c'est sûr. Je m'attendais pas à... Je pensais pas qu'il y aurait une telle avance avant l'étape de la Colmiane. J'avais dit notamment que le chrono ferait pas d'écart. Il en a fait. Je le reconnais, je me suis bien trompé là-dessus. Et c'est pour ça que notamment je pensais pas que... Si aisément je le voyais faire un top 10, c'est sûr. Mais de là à gagner, clairement, je ne m'y attendais pas. De même que... Tish Benoît fait deuxième, c'est une très bonne place, c'est peut-être même sa meilleure place sur une course par étape, World Tour j'entends. Donc les deux premières places, c'est des coureurs qu'on n'aurait pas forcément attendu à ce niveau-là, mais ça ressort d'une course assez indécise et assez sympathique pour l'instant la dernière course de la saison. Mathieu, toi sur cette édition de Paris-Nice, est-ce que l'annulation de la dernière étape forcément a eu un impact sur le classement général? Ça a joué, oui, parce que la dernière étape, c'est assez souvent une étape sur laquelle il y a des rebondissements, etc. Alors après, la dernière étape, avec la façon dont elle était conçue cette année, avec l'arrivée non plus sur la promenade des Anglais, mais à l'Alliance Riviera, avec une grande partie plate, un final qui avait l'air moins propice à de grandes envolées. Ça aurait peut-être moins changé le général que d'habitude. Je pense que, pour revenir sur ce que disait Anselme, oui, Maximilian Schachmann, bien sûr, on ne pouvait pas s'y attendre à ce qu'il remporte Paris-Nice et avoir non plus Tish Benoît deuxième. Mais par rapport au déroulé de la course, j'ai envie de dire, c'est deux des garçons qui sont les plus logiques à voir à ce niveau-là, avec les bordures, la course qui a explosé de tous les côtés. Pour eux, c'était parfait. Pour eux, c'était nickel. Et à ce niveau-là, ils ont été servis. On a encore une fois vu un très, très, très beau Paris-Nice. Bertrand, ton avis sur ce Paris-Nice et Maximilian Schachmann à 26 ans qui remporte sa première course par étape sur le circuit? Je rejoins ce que disait Mathieu tout à l'heure. Excellent Paris-Nice d'un point de vue suspense et d'un point de vue course. Tous les jours, on ne s'est pas ennuyé. Pour Schachmann, que dire de plus qui n'a déjà été dit? Non, moi je ne me l'attendais pas là. Très clairement, top 10, ça oui, ça me paraissait une évidence. Et encore, ça me paraissait une évidence vu le plateau, mais peut-être que j'aurais pas forcément mis dans le top 10 si on avait eu toutes les équipes du World Tour. Ça, je sais pas trop. Mais surtout, moi, ma grande surprise, ma révélation à ce niveau-là, c'est Tish Benoît. Vraiment, je ne m'attendais pas à le voir sur le podium, très clairement. Même si c'était une course à bordure, quand même, sur la Colmiane, il a été assez époustouflant. Donc voilà, c'était une belle édition à suivre. Maintenant, c'est vrai qu'elle a été quand même largement tronquée par tout ce qui se passait autour. On peut même se poser la question de est-ce qu'il fallait que Paris-Nice continue? Mais c'est un autre débat. Par rapport à ça, Bertrand, tu penses que le Paris-Nice, avec tout ce qu'il y avait autour pendant cette semaine-là, aurait dû s'arrêter plus tôt et ne pas continuer au moins jusqu'au samedi comme ça a été le cas? C'est compliqué à dire parce que ça suit un petit peu l'évolution de la société et de
que nous ont proposé nos gouvernants, c'est-à-dire qu'on a peut-être pas réagi assez vite. Donc, mais c'est compliqué de juger. C'était compliqué de comprendre, si tu veux, pourquoi ça continue à Paris-Nice alors que partout ailleurs c'est annulé. Voilà. Maintenant, bon, ça serait très prétentieux de dire il fallait absolument s'arrêter à tel moment. Donc, voilà. C'est compliqué pour moi d'avoir un avis tranché, mais c'est vrai que c'était étrange. Mais c'est vrai que ça a suscité pas mal de réactions pendant la semaine de Paris-Nice, effectivement. Moi, je voudrais revenir sur toi, Anselme, sur le précédent podcast, quand on faisait un petit peu le détail de cette édition Paris-Nice 2020. Alors, je dirais pas qu'on a été critique, ce qui était ressorti un petit peu de nos échanges, et on était peut-être un petit peu plus mitigés sur le parcours. Et au final, on est tous là unanimes à dire quelle édition. Plus que le parcours, notamment sur les premières étapes, c'est la météo qui a rendu la course beaucoup plus difficile. Les 2 premières étapes, on sent que le vent, la pluie, tout ça, le froid ont clairement fait du mal aux organismes. Notamment, on peut supposer que Alaphilippe, qui n'est pas forcément friand de ces météos-là, a pu en pâtir. Après l'épreuve, c'était une très très belle édition. Et on parlait de surprise au général, mais c'est également au niveau des sprints, puisque alors qu'on avait des top sprinters présents, aucun n'a gagné une étape, si ce n'est Nizzolo qui est un sprinter reconnu. Sinon, on a eu le droit à Garcia Cortina ou Bonifazio. Donc dans tous les domaines, on a eu des surprises, si je puis dire. Mathieu, pour toi, Charman, il peut aller jusqu'où? On l'a vu sur une épreuve d'une semaine. Est-ce qu'il peut réitérer l'exploit sur d'autres épreuves du même type? Est-ce qu'on peut l'attendre sur un grand tour? Comment tu vois un petit peu sa progression? Parce qu'il a 26 ans, il peut quand même encore progresser et s'améliorer. Je pense que Charman, un grand tour, c'est encore un peu tôt pour savoir, mais après des courses d'une semaine, là, Paris-Nice. L'année dernière, sur le Tour du Pays Basque, il avait été impressionnant également. Sur Liège-Bastogne-Liège aussi, il avait été monstrueux. Donc là, pour lui, pour l'instant, il s'affirme vraiment comme un décador sur les courses vallonnées, aussi bien des courses par étapes que des courses d'un jour. Donc pour l'instant, comme on dit, sky is the limit. On ne sait pas trop jusqu'où il pourra aller, mais que du positif. Ouais, bah clairement, enfin, on a vu que sur l'ascension de la Colmiane il a montré ses limites sur les grosses ascensions. Après, comme l'a dit Mathieu, clairement, sur des courses comme le Pays Basque ou des épreuves plus pour puncher avec des chronos, il aura tout à fait sa place dans les favoris et sur les podiums, c'est sûr. Mais clairement, pour un grand tour, même au niveau de la récup, je pense pas que ce soit forcément le profil de coureur qui brillera sur ces épreuves. Après, aujourd'hui, on est à l'abri de rien, hein. Donc, tout dépendra de la tournure qu'il souhaite donner à sa carrière. Alors vous avez évoqué Charman en disant qu'il a été monstrueux cette semaine-là. Il y en a un autre qui a été monstrueux, il s'appelle Tish Benoot, il est belge. Il a vraiment fait impression et on dirait qu'à chaque fois qu'il gagne, c'est vraiment avec la classe et avec la manière, parce qu'on se rappelle qu'il s'est révélé aux yeux du grand public il y a 2 ans en remportant les Strade Bianche devant Romain Bardet, si je me souviens bien, dans des conditions, on va dire, presque cataclysmiques. Hein. On se rappelle de son arrivée à Sienne remplie de boue. Bertrand, toi, il t'a laissé quelle impression le Belge sur cette semaine de Paris-Nice? Pour moi, c'est la révélation de ce Paris-Nice, parce que autant Charman, on pouvait imaginer un top 10, autant Tish Benoot, j'avais quand même du mal à l'imaginer. Alors peut-être je suis sévère, mais donc pour moi, c'est la révélation de ce Paris-Nice. Mais du coup, il y a une frustration de ne pas voir ce qu'il aurait pu faire sur les classiques belges derrière, parce que vu la forme qu'il tenait, ça aurait pu être un des acteurs principaux. Et juste pour préciser un petit peu ce que tu mentionnes, Bertrand, et c'est très intéressant, Tish Benoot qui jusque-là préparait les Flandriennes avec son changement d'équipe, et cette année, donc il est passé de l'Auto Soudal à la Sunweb, cette année il se préparait spécifiquement pour les Ardennaises, et donc ce qui peut expliquer aussi une forme un petit peu différente des années précédentes sur Paris-Nice. C'est un élément qui est à prendre en compte également, sa modification de programme. Mathieu, par rapport à Benoot? Je sais que moi je l'avais découvert en 2015 sur le Tour des Flandres, il fait 5e, et on s'était dit, tiens, là il y a une pépite. Il y a un coureur qui, dès sa première année pro, dès son premier Tour des Flandres, qui vient faire 5e, c'est juste impressionnant. Alors après, il a continué sur de bonnes performances, notamment sur les courses pavées, mais il a fallu attendre quand même les Strade Bianche en 2018 pour qu'il remporte sa première victoire. Donc, est-ce que c'est peut-être le déclic vers la gagne qu'il a réussi à trouver?
peut-être, je l'espère pour lui, hein, parce que c'est un très bon coureur, un excellent coureur. J'ai envie de dire, si on devrait qualifier ce coureur, je dirais que c'est un peu une sorte de 4x4 passe-partout. C'est un coureur qui pourrait aussi bien gagner le Paris-Nice, le Tour de Suisse, le Tour des Flandres. Mais j'ai bien envie de voir vers quoi il va se diriger sur la suite de sa carrière. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière, parce que c'est vrai que j'ai oublié de mentionner, il avait fait un bon Tour de Suisse, mais on n'était pas sur un plateau très exigeant. Donc, je voulais revenir là-dessus, moi, du coup, parce que à la base, si Tish Binot, on le découvre sur le Tour des Flandres en 2015, il fait ensuite un très bon Dauphiné avec notamment un top 10 sur l'étape remportée par Rui Costa avec l'échappée Nibali-Costa-Galopin, qui est une 8e place ensuite. Et sur les Dauphinés suivants, ça doit être 2017 peut-être, il va faire 2 top 15. Puis, comme Bertrand en parle, il y a son Tour de Suisse qui, s'il est vrai, le plateau n'est pas énorme. Il finit devant des types comme Pozzovivo qui restent quand même des références sur les courses montagneuses d'une semaine. Donc moi, ça m'étonne pas dans le sens où son Paris-Nice, où il était très fort en montagne et je m'y attendais pas, ça m'étonne plus dans le sens où j'en avais fait un coureur un peu qui avait montré des belles choses mais qui avait du mal à confirmer. Et je pense que dans le sens où son changement d'équipe peut l'aider à peut-être bifurquer et à moins voir les Flandriennes, mais peut-être plus du coup à développer ses capacités dès que ça grimpe. Si on fait un rapide point sur la Sunweb, ils ont été, et en termes physiques et en termes tactiques, ils ont été, on a l'impression, au-dessus du lot, Bertrand. Ah bah oui, notamment la performance sur le contre-la-montre de Craig Anderson. Bah oui, ça part bien pour eux. Après, cela étant, moi, c'est plus la Bora qui m'a impressionné d'un point de vue collectif parce que je les ai trouvés très forts dans la défense du maillot de Schachmann. Donc je t'avoue que la Sunweb m'a moins marqué, mais ils ont des résultats individuels qui sont quand même assez impressionnants. C'est sûr que je les attendais pas. Il y a Matthews aussi hein, dans le tas qu'il faut rajouter. Donc oui, c'est une très très belle semaine pour cette équipe. Après, tu parles de la Bora, mais si c'est vrai, ils ont été très bons sur la gestion du classement général. Pour les sprints et les étapes, ils ont été au contraire très très mauvais, notamment sur l'étape remportée par Nizzolo, où ils arrivent avec Sagan et Ackermann dans un groupe de tête et ils se font avoir par l'Italien. Et pour la Sunweb, sur l'étape que gagne du coup Binot, il me semble qu'il y a Andersen qui part avant. Et en termes de travail d'équipe, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, c'est à montrer dans les écoles de vélo. On place un type devant, le leader part et le relais est parfait. Et ils ont été clairement. Enfin, j'ai été impressionné par la Sunweb, d'autant que ces dernières années, hormis 2-3 coureurs qui portaient un peu l'équipe, j'ai l'impression qu'ils avaient plus de mal. Donc peut-être une meilleure, sur ce mercato, une équipe plus dense et donc plus à l'aise quand la course s'emballe. Maximilian Schachmann, Tish Binot, si on fait un point sur nos Français, notamment un petit focus sur notre Thibaut Pinot national, quel sentiment un petit peu il vous a laissé? On a vraiment senti qu'il est monté en pression durant cette semaine, peut-être un petit peu timide au départ, mais avec une fin plutôt en fanfare, avec une 3e place à l'arrivée à la Colmiane. On a l'impression qu'il repart avec de la confiance, Bertrand. Alors, Pinot, moi, l'impression qu'il me laisse, c'est un sentiment d'immense frustration par rapport au Catalogne. Parce que tu as dit exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il montait en puissance, ça se voyait, ça se sentait. Sans être très tranchant à la Commiane, il ne faut pas non plus exagérer. Très clairement, tu te sentais plus à l'aise, il a même essayé d'attaquer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une belle semaine par rapport aux bordures. On en parlait, hein, c'était l'un des objectifs annoncés, c'était de se confronter aux bordures. Je crois qu'il a été servi. Et même si la première étape à plaisir, il a craqué derrière Kung, de mémoire, il n'a pas réussi à le suivre. Les autres jours, il a réussi justement à s'améliorer dans l'exercice. Donc je pense que ça lui sera profitable. Maintenant, d'un point de vue forme, ça aurait donné sans doute quelque chose de très intéressant sur le Catalogne, mais ça, malheureusement, on n'aura pas de conclusion là-dessus. Mathieu, Thibaut Pinot, il t'a rassuré sur la Colmiane, parce que comme le dit Bertrand, effectivement, il a attaqué. Donc on le voit plutôt motivé, il va de l'avant. Comment tu l'as perçu un petit peu? Thibaut Pinot, il a été rassurant sur l'ensemble de la course, hein, pas seulement sur l'arrivée à la Colmiane, parce que là,
à la Colmiane, il finit avec Higuita et Nibali. Il n'y a pas eu énormément de différence entre les trois. Et c'est vraiment sur l'ensemble de la course, sur la globalité des 7 jours, qu'il a été rassurant pour moi. Il a dit, voilà, pour montrer, ok, c'est bon, Pinot, il est là, il n'y a pas de souci, ça va. Puis même le problème, entre guillemets, des bordures, on a pu voir avec les 2 premières étapes vers Plaisir et vers la Charrette-sur-Loing, que bah, ça s'est très bien passé. Alors, sur la deuxième étape, il saute quand les Bora mettent le dernier coup de vis à 10 bornes de l'arrivée, mais ça restait compliqué et voilà, on peut pas lui en vouloir. C'est déjà extrêmement rassurant, très bien de le voir là. Pas de victoire, mais c'est très rassurant et du positif en tout cas qu'on peut retirer pour Thibaut Pinot. Beaucoup plus pour Pinot que pour Alaphilippe. Pour Thibaut Pinot, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il va chercher un top 5 au général, un podium à la Colmiane. Et même si la concurrence est plus faible que prévu, on n'espérait pas tant au vu de ses performances un peu moindres en début de saison. Là, et côté français, c'est vrai que hormis Pinot, ça a été un peu plus compliqué. En revanche, c'est pour les équipes françaises où c'était plutôt une très bonne course, puisque Quintana va gagner à la Colmiane en démonstration encore une fois, mais il y a également Total Direct Energy qui repart avec une belle étape avec Bonifacio qui nous montre qu'il a une sacrée giclette dans les derniers mètres et enfin, un très beau sprint de sa part. Il y a un sujet, je pense, qui est assez intéressant et qui a bien animé ce Paris-Nice, c'est les sprints, parce que pour le coup, on a eu, alors c'est vrai que le plateau s'est considérablement amaigri avec le coronavirus, mais on a eu quand même des vainqueurs quelque part un peu surprise, et la manière également était surprenante. On a eu Nizzolo, on a eu Garcia Cortina qui a sorti un sprint phénoménal, on a eu le sprint de Bonifacio qui était aussi remarquable. Un Bonifacio à ce niveau-là, qui gagne avec tant d'écart face à Sagan, j'avoue que c'était bluffant. Donc je pense que du côté des sprints, on a eu quelque chose qu'on voit assez rarement, c'est-à-dire un suspense et beaucoup d'inattendus. C'est un petit point que je retiens de ce Paris-Nice. Vous êtes toujours dans le podcast Chasse Patate en compagnie, toujours, Bertrand, Mathieu et Anselme sont là. Alors les amis, la France vit, il faut se le dire, une drôle de période en ce moment à cause du coronavirus. Alors évidemment, c'est la sécurité et la santé de tous qui priment. Et à ce titre, en début de semaine, des mesures de restriction ont été prononcées par le président de la République et le gouvernement. On parle notamment une nouvelle notion qui apparaît de distanciation sociale. Bref, les déplacements de tous sont impactés, y compris les déplacements en vélo. Alors on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Bertrand, faut-il à date, oui ou non, faire du vélo pendant le confinement ? C'est compliqué de répondre sans paraître moralisateur. Donc c'est un peu l'écueil dans lequel on risque de tomber, mais qui a été donné comme consigne, c'est-à-dire de faire une activité physique proche de chez soi et de prendre le moins de risques possible. Et très clairement, mais c'est une position que je tiens également pour la course, parce que j'ai été concerné, je me suis fait une entorse il y a un mois, j'ai dû aller aux urgences. Voilà, je pense qu'on est dans une période où il faut à tout prix ne pas encombrer les hôpitaux, donc prendre un minimum de risques. Et je suis plutôt rassuré parce que je vois quand même pas mal de commentaires de cyclistes, voire même de cyclistes professionnels, qui disent rester chez eux et faire plutôt du home trainer. De dire ok, il fait beau, mais je pense que dans la période, on peut tous sacrifier un mois de vélo, on va pas en mourir. Tandis que l'autre, on peut en mourir ou faire mourir des gens. Donc je pense qu'il faut juste essayer de mettre les choses en perspective. Mathieu, toi, comment tu as pris toutes ces mesures de distanciation sociale et un petit peu de confinement ? La première chose, c'est de rester chez soi, de ne pas sortir. Quand je vois toutes les images, les vidéos à la télévision, sur les réseaux sociaux, des gens qui restent dehors complètement, j'ai envie de dire, presque inconscients et qui se disent de toute façon, moi je suis jeune, je suis pas concerné. C'est presque ça le pire. Faut penser collectif et on nous demande de rester à la maison. Alors là, par rapport au vélo, il faut penser à limiter ses sorties. Si ça sert à rien d'aller faire j'ai envie de dire, ça sert à rien d'aller faire le mariole, d'aller faire 150 bornes aller-retour depuis chez soi. Et le home trainer est en tout cas très certainement la meilleure chose à faire si on veut continuer à faire du vélo.
Et voilà, le mieux c'est de ne prendre aucun risque, aussi bien pour soi que pour les autres. Anselme, pour toi, est-ce que la directive faire une activité physique mais à proximité de chez soi, est-ce que pour toi ça apporte une notion de flou sur qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la distance tolérée? Est-ce que un petit peu ça te laisse dans le flou également ou pour toi c'est très clair, il faut rester chez soi, peu importe le sport? Clairement, c'est très flou et on a bien vu que dès qu'il y avait une petite brèche possible, il y a des gens qui vont vouloir l'exploiter à fond. Donc, moi, je suis plutôt d'avis que le vélo, bah, tu vas quand même globalement assez loin de chez toi. Donc, moi, je suis assez concerné là-dessus. Enfin, j'ai une licence à un très petit niveau. Je cours en passe de temps en temps. Et bah, la question, bah, elle m'est venue tout de suite, sachant que j'avais vu qu'il allait faire beau cette semaine. Et je m'étais dit, cool, on va pouvoir faire des belles sorties. Bah, on a ressorti le home trainer. On a de la chance. Enfin, aujourd'hui, le home trainer, enfin, je vais pas dire accessible forcément, mais globalement, la plupart des gens, enfin, qui en font en compétition et où ne pas s'entraîner pour être préjudiciable, en ont globalement. On a des outils comme Swift, Zwift, je sais pas comment on dit, tout ça qui rendent le truc plus ludique. Enfin, on peut faire ça devant une série, un film. Donc, je pense que, enfin, c'est un minimum à faire. Pour moi, après, les interprétations, il y a toujours des gens qui vont, notamment peut-être en campagne, où ils seront plus tentés de sortir parce que moins de monde. Mais il faut pas oublier que de fait, enfin, moins de monde sur les routes, ça veut dire aussi peut-être moins attentifs. Ça peut être des gens qui vont profiter de devoir faire un trajet en voiture pour rouler pleine balle. Donc, c'est pas parce qu'il y a moins de monde et qu'on est moins nombreux sur les routes que c'est forcément plus sûr. Et comme ça a déjà été dit, enfin, c'est clairement pas le moment pour se péter la gueule et devoir finir aux urgences. Alors, tu as évoqué Zwift, effectivement, qui est très en vogue et très à la mode en termes de sport connecté et d'e-sport. Toi, concrètement, tu parles de musique, de film, tu fais quoi quand tu es sur ton home trainer? Ah bah, aujourd'hui, c'était devant le Seigneur des Anneaux, une partie, et puis bah, ça me permet d'avoir un programme précis sur plusieurs séances, puisque j'ai 9 heures de film là, donc je suis pas trop mal. Tu Après, peux te faire ton petit Milan San Remo. Ah bah alors là, je suis pareil. Après, j'ai vu passer certains commentaires sur les réseaux sociaux qui aimeraient que Zwift fasse un geste et devienne gratuit, comme d'autres sites le font de manière fort charitable. Bertrand, si on te met sur home trainer là ce soir ou demain, tu fais quoi pour soit passer le temps, soit te projeter à l'extérieur? Bon, je regarderai des vidéos, hein, très, très clairement. Mais après, je déteste le home trainer. J'ai toujours détesté le home trainer et je fais pas plus d'une heure. J'en fais du fractionné. Donc, à la rigueur, quand tu fais du fractionné, tu es moins sur une problématique de regarder des vidéos parce que tu es concentré sur ton effort. Donc, voilà, je ferai pas plus. Je ferai sans doute pas des sessions de 3 heures. Donc, voilà, tout ce que j'ai à dire. À 3 heures de home trainer, faut y aller quand même, hein. Mais il y en a, j'en connais qui arrivent à faire ça, mais je sais pas comment ils font. Mathieu, tes petits tips et tes petits conseils pour nos auditeurs et auditrices qui vont se retrouver sur le home trainer pour au moins les 15 prochains jours? Je connais quelque chose de très bien pour passer une petite demi-heure, c'est d'écouter Chasse Patate. Mais si c'est pas beau ça, on n'aurait pas dit mieux. On n'aurait pas dit mieux. Franchement, Et les chasse-patates 2020, mais également les chasse-patates 2019, 2018, 2017, comme ça on remonte les années et on a une parfaite science de la course. Voilà, quand la saison reprendra, ce sera parfait pour analyser tout ça. Et comme ça, on peut aussi vérifier si on n'a pas dit trop de conneries par le passé. Et enfin messieurs, pour terminer, on va se le dire, tout n'est pas morose dans le cyclisme en 2020, parce qu'on a appris qu'en février dernier, donc en février 2020, le retour d'un sponsor phare, c'est le moment de la chronique Chasse Patate, au micro cette fois-ci de Thomas. Nous sommes le 27 février dernier à Bilbao. Nuestro momento favorito de la Fundación Euskadi seguro que va unido a Euskaltel, posiblemente al color naranja. Mikel Landa, actuel président de la mythique structure Fundación Euskadi, annonce à la surprise générale le retour d'un sponsor qui avait pris une place importante dans le cœur des Basques, comme des passionnés de cyclisme, la société Euskaltel. À partir du Tour d'Andalousie, tout s'est précipité. Avec l'aide de Jesus Escurdia, vice-président de la Fundación Euskadi, Landa a réussi à sceller un accord avec Euskaltel très rapidement.
La société téléphonique devient le sponsor titre de l'actuelle Fundación Orbea, équipe de seconde division jusqu'en 2023 au minimum. 2023, année où la grande boucle pourrait partir de Bilbao, Vitoria-Gasteiz ou San Sebastián au Pays Basque. 2023, année où Mikel Landa voudrait courir le Tour de France avec son équipe de cœur. Avant les annulations de courses dues à la pandémie du coronavirus, Euskaltel Euskadi avait prévu son retour pour le Tour du Pays Basque. Quel plus beau symbole pouvait-il y avoir ? Absente des pelotons depuis 2013, l'équipe pourrait redonner un élan à un cyclisme basque ou même à un cyclisme espagnol en perte de vitesse depuis plusieurs années. Actuellement formé autour du Murcien Rubén Fernandez et de l'Andalou Juan José Lobato, il lui faudra du temps pour redevenir une équipe semblable aux années Leizeka, Mayo, Zubeldia, Sanchez ou Anton. Mais ce qui est certain, c'est que la Marea Narandra est bel et bien de retour. Et voilà, pour ceux à qui ça aurait échappé, Euskaltel est de retour dans les pelotons. Anselme, qu'est-ce que ça peut évoquer ? Énormément de plaisir pour moi. Enfin, j'ai toujours eu. C'est une équipe. C'était mon équipe favorite avant sa disparition en 2013. Enfin, fin 2013. C'est des coureurs emblématiques. J'ai pas connu les premiers étant trop jeune, mais de partir de Zubeldia, Mayo jusqu'à Sanchez, Anton, Nieve. C'est un bout de. Enfin, et puis c'est le cyclisme passion. C'est des types qui sont mis au vélo en suivant cette équipe, qu'un rêve, c'est de courir pour cette équipe. Donc, pouvoir la voir revenir, c'est super. Et même, porteur d'espoir économiquement, ça veut dire qu'une équipe qui ne pouvait plus tenir face au cyclisme actuel peut revenir aujourd'hui. Donc, sportivement et économiquement, c'est une bonne chose. Et puis, on espère les revoir très vite sur les routes et notamment du Tour, ce serait sympa. Thomas en parle dans sa chronique, mais Landa en orange sur le Tour, ça ferait pas mal, ça ferait du bruit dans les Pyrénées. Est-ce que toi, Bertrand, ça te remémore Roberto Leizeka dans les Pyrénées, quand tu as le nom qui te vient à l'oreille, Euskaltel ? Alors moi, j'ai jamais été forcément ultra emballé par cette équipe, donc je suis pas forcément la personne la plus adéquate pour en parler. Moi, ça va plutôt m'évoquer Iban Mayo, tu vois. Iban Mayo, et l'image que j'ai d'Iban Mayo qui à un moment a une grosse défaillance et engueule la caméra. C'est le genre d'image que j'ai en tête. Donc. Et puis c'est aussi, Euskaltel, c'est une époque qui est pas forcément la meilleure époque du vélo, donc j'ai pas ce côté nostalgie. Après, ça reste, je comprends, vu l'engagement régional que ça représente, que ça soit quelque chose de très fort pour certaines personnes. Ça, je le conçois tout à fait. Mais c'est vrai que moi, Euskaltel, ça ne me fait pas vibrer outre mesure. Maintenant, on peut que se réjouir du retour d'un tel sponsor, ça, de toute façon. Mathieu, toi, t'es prêt à acheter un maillot orange, du coup, c'est bon ? Ce qui est vraiment cool, c'est pour les fans basques, pour les fans espagnols, et c'est vrai que c'est une image qu'on voyait assez souvent quand Euskaltel Euskadi était encore là dans les pelotons sur le Tour de France. C'est quand on arrive dans les Pyrénées, une marée orange, la Marea Naranja, avec énormément de supporters basques, avec les drapeaux du Pays Basque, les maillots orange. Enfin, c'est vraiment toute une ferveur qui est incroyable. Et au final, c'est vraiment ça la bonne nouvelle, qu'on va retrouver l'étendard du cyclisme basque, et donc on va pouvoir les Basques vont pouvoir s'identifier à nouveau à une équipe, peut-être on l'espère, de top niveau, parce que voilà, il y a quand même un bon potentiel, hein, quand on voit Mikel Landa, évidemment, on a aussi les frères Izaguirre, si je me trompe pas, qui sont basques, donc il y a de très bons coureurs basques. Il n'y a plus qu'à les voir dans cette équipe sur le Tour de France, ça serait très beau. Mathieu, juste avant de clôturer, est-ce que tu peux nous refaire l'accent espagnol ? La Marea Naranja. Waouh. T'es prêt pour la Vuelta en septembre prochain, ça c'est clair. Les amis, merci beaucoup de votre présence sur ce podcast Chasse Patate, malgré l'environnement un petit peu qui n'est pas forcément au rendez-vous, la bonne humeur, mais nous on était là et c'était un plaisir comme à chaque fois. Également merci pour vos bons conseils en cette période de confinement.
en France. Mathieu, Bertrand, Selm, prenez soin de vous, restez bien confortablement confinés chez vous. Chers auditeurs, auditrices, et on ne le répétera jamais assez, soyez vigilants et respectueux s'il vous plaît. Moins il y aura de mauvaise conduite dans les rues et plus nous sauverons des vies et nous retrouverons également plus rapidement une vie apaisée et agréable. Donc on compte sur vous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter et à diffuser ce podcast autour de vous et du coup massivement. Chasse Patate revient très vite à vos côtés pour évoquer des sujets non pas forcément d'actualité mais plus globaux sur le monde du sport et son environnement en général. On ne vous lâche pas et on se quitte sur un bon conseil. Messieurs, dames, restez chez vous.